Il s'agit de Joanne Nelson. C'est une physiothérapeute au programme des maladies hémorragiques de la Saskatchewan et elle va nous parler de stratégies pour l'hémophilie légère. Bonjour et merci de me donner l'occasion de vous parler du HIRT. Je vais vous donner un petit tour du contexte physiothérapeutique et je vais vous parler de la HIRT. Voici un petit aperçu de ma présentation. Je vais parler de l'hémophilie légère, mais je vais aussi me baser, bien sûr, sur ce que vous ont déjà dit les deux précédents conférenciers. Je vais ensuite parler de la raison pour laquelle les personnes avec l'hémophilie légère ne reconnaissent pas nécessairement les saignements et n'accèdent pas au traitement assez rapidement. Ensuite, nous avons développé un outil qui n'est pas un dépliant. C'est un outil de formation qui se base sur des intrants que nous ont donnés les patients. Et je pense que la raison pour laquelle c'est une occasion hors pair, c'est qu'en ce moment, on est dans une période sans précédent où, avec les nouveaux traitements, il semble que beaucoup plus de personnes ont ce phénotype d'hémophilie légère. Même si nous avons une hémophilie légère, les conséquences peuvent être très graves. Et il s'agit d'un diagnostic en quelque sorte négligé qui présente ses propres défis diagnostiques et de traitement. Le niveau de facteur pour ces personnes se situe entre 50 et 40. Effectivement, il se manifeste cliniquement de toutes sortes de façons et des quelques problèmes documentés, des saignements, par exemple, à la hanche. On a aussi des contusions à la cuisse qu'on a rapportées beaucoup trop tard, donc une semaine après, même plus d'une semaine après l'incident. Pourquoi donc les personnes avec l'hémophilie légère ne reconnaissent pas le problème et n'accèdent pas assez rapidement au traitement? En 2002, nous avons le CPHC a identifié ce groupe comme une population à risque et on a obtenu du soutien pour écrire des pliants, mais on ne savait même pas ce qu'on devait y mettre pour aider ces personnes. On devait mieux comprendre comment ces personnes percevaient leurs troubles et on devait donc leur parler. Alors, voici un aperçu de notre cheminement de recherche. La première étape, c'était de poser des questions à des experts. Voici le comité de départ à la CPHC pour l'hémophilie légère. Et on voulait faire, on avait Pamela Schachter, une chercheuse indépendante qui nous a aidé à créer des messages significatifs pour les personnes atteintes d'hémophilie légère en intégrant la recherche théorique et empirique. Nous avons fait une étude multiphasée au niveau national. Nous avons mené des entrevues individuelles et au téléphone et nous avons fait des groupes d'intérêt pour des hémophiles et des jeunes hommes avec l- euh, l'hémophilie légère. Ce n'était pas un membre du personnel médical qui posait des questions et donc c'était assez neutre. Ça n'affectait pas leur traitement. Voici l'article que nous avons publié. Il s'agissait d'une étude qualitative qui identifiait la connaissance, le niveau de connaissance chez les personnes avec l'hémophilie légère. Nous avons trouvé 18 jeunes hommes entre 17 et 31 ans pour participer à l'étude, car 14 d'entre eux étaient facteur 8 et 4 étaient facteur 9.
Pour l'âge du diagnostic, l'âge médian était euh, à 5,5 et le diagnostic ne semblait pas les affecter du tout. Nous avons aussi posé la question quelle était la raison pour de leur dernier saignement. 62 ont déclaré que c'était des blessures sportives et je pense que seulement deux participants ne saignaient pas du tout. Leur maladie les affecte grandement parce que deux d'entre ces 18 jeunes hommes ont dû manquer 12 à 20 journées de travail à cause de cette maladie. Donc, l'impact n'est pas négligeable dans leur vie. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils avaient tendance à résister le diagnostic ou l'ignorer. Ils se sentaient normaux et donc euh, souvent participaient à des activités sportives dites non recommandées et souvent ils sentaient que les recommandations du CTH ne s'appliquaient pas à eux. Donc, ils se basaient sur leur propre expérience ou celle de leur famille. Et souvent, ils ne comprenaient pas non plus très bien la science des saignements ou encore ce qui les causait. Et c'est ce sur quoi nous voulions nous concentrer. Les stratégies utilisées étaient, par exemple, la comparaison des hémorragies précédentes. Par exemple, j'ai été frappé plus fort la dernière fois et ce n'était pas un problème. Aussi, ils appliquaient de la glace et ils attendaient ou ils appelaient leurs membres de la famille pour qu'ils les conseillent parce que le docteur voulait prendre leur saignement trop au sérieux. Et puis, il y avait de la procrastination et du déni. Ils se disaient, ah, ça va s'arranger ou j'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment. Donc, ce diagramme, c'est quelque chose que nous avons dessiné dans un salon à l'aéroport en essayant de trouver une façon de faire un autodiagnostic ou une auto-évaluation pour savoir quand on devait contacter un professionnel de la santé ou le CTH. Et ceci a mené à une procédure plus formelle. Par exemple, si vous avez de la perte de mobilité, que vous avez de la douleur, vous faites ceci ou vous attendez une période de temps donné, une journée, 3 jours ou une semaine. Et ensuite, on a présenté ce processus pour évaluation. Les, on nous a, euh, on a distribué 128 questionnaires et ensuite on a interviewé 14 jeunes hommes. Les commentaires étaient, si je ne suis pas certain de devoir chercher conseil, ce serait vraiment un bon outil pour m'encourager à le faire parce que on leur a posé des questions comme si les choses s'améliorent, appelez le CTH. Sinon, vous pouvez attendre encore tant de temps. Donc, il y avait toujours une approche étape par étape qui évaluait si les choses s'empiraient ou non. Et un autre jeune homme nous a dit, j'aime bien ça parce que les différentes situations euh, me mènent à différents résultats. On s'est dit qu'on allait faire une petite carte qu'on allait mettre dans le portefeuille, mais on nous a dit non, 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 vous devez créer une application tout simplement. Et c'est ce qu'on a fait. Les gens voulaient une application et on s'est dit comment devions-nous appeler cette chose? On n'avait pas encore pensé à, au nom et on est arrivé finalement avec Hemophilia Injury Recognition Tool, donc outil de reconnaissance de trauma lié à l'hémophilie, HURT. Nous ne savions rien de la façon dont on pouvait créer des applications et donc on a collaboré avec un programmeur à l'Université de Saskatchewan, M. Lomoté, et nous avons aussi lancé un partenariat avec la
l'Association des télécommunications sans fil qui nous a accordé un prix en 2015 pour cette app lancée en 2014. Il s'agit d'un outil d'autogestion de trauma. Quels sont les principes qui le sous-tendent? Donc, comment pouvons-nous résoudre des problèmes, prendre des décisions, trouver et utiliser les ressources, former des partenariats et entreprendre des actions? Et HERT fournit les paramètres qui permettent d'identifier les signes d'un trauma et qualifie les symptômes, par exemple, la chaleur, l'inflammation, la perte de mobilité et la douleur. On devait toujours évaluer la sévérité de ces aspects d'un 1 à 10. Et ça permettait d'évaluer si la situation s'améliorait ou encore s'empirait selon les évaluations sur cette échelle. On pouvait donc faire des mesures assez régulières parce que l'application vous reposait les mêmes questions après 1 heure, après un jour et pendant une semaine. Et c'est possible aussi, pardon, jusqu'à 3 jours. C'était aussi facile avec l'application de contacter son CTH si jamais les choses s'empiraient et on fournissait aussi de l'information sur la condition de la personne. La dernière étape était d'évaluer l'application. Il s'agissait de ma thèse de maîtrise. J'ai recruté 12 jeunes hommes entre 17 et 34 ans. Leur âge moyen au moment du diagnostic était de 7,3 et 4 d'entre eux ne connaissaient pas leur dosage de facteurs. Et je pouvais leur présenter des thèmes qualitatifs où c'était facile pour eux d'évaluer comment ils se sont blessés et qualifier leurs blessures. Les alarmes étaient aussi très utiles parce que ça les empêchait d'oublier. La crédibilité était évaluée comme positive parce qu'on me disait qu'ils connaissaient ces choses et ça renforçait leur confiance. Et pour ce qui est de la confiance en eux, ça améliorait la confiance parce qu'ils savaient quoi faire beaucoup plus. La différence était perçue comme significative. On me disait que c'était validant d'avoir ce genre d'informations, que ça bâtissait de la confiance, un renforcement quant à ses propres évaluations. Et on m'a même dit que quand j'appelle la CTH, je sais quoi leur dire. Souvent, les personnes ne savent pas nécessairement comment qualifier un segment, mais maintenant, ils peuvent dire, par exemple, j'ai une perte de mobilité d'un côté ou d'un autre, j'ai une douleur de temps sur 10, etc. Et donc, c'est plus facile pour eux de communiquer avec le CTH. Récemment, j'ai aussi appelé des physiothérapeutes. En ce moment, cette application est caduque et je n'ai pas, parce que je n'ai pas de fonds illimités et en ce moment, euh, les nouveaux produits apparaissent sur le marché. On le voit avec les discussions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes souffrant d'hémophilie légère ne connaissent pas toujours leurs symptômes ou ne savent pas toujours quand contacter des professionnels de la santé. Et donc, on suggère quand même cette application aux patients pour essayer de déterminer quelles devraient être les prochaines étapes et quand appeler à l'aide. On a dit aussi, avec les nouvelles thérapies, les personnes ont de la difficulté à identifier la sévérité d'un segment et finalement, ceci mène au fait à des segments spontanés. Ils doivent avoir des dosages plus hauts. euh,
en fin de compte. Voici une étude qui a été publiée récemment où on regarde des patients traités à l'emicizumab et les personnes avec une hémophilie légère. La conclusion était que la coagulation reflétait un potentiel pour l'hémophilie légère. Et donc, il semble qu'une telle application serait utile pour tout le monde qui présente des troubles hémorragiques, pour toutes les sévérités d'hémophilie, avec des personnes atteintes du type 3 de la maladie de von Willebrand et aussi des femmes avec des tendances hémorragiques. Il devrait y avoir davantage de consultations avec les personnes souffrant de troubles hémorragiques. La perspective des groupes de physiothérapie aimerait bien que ce soit incorporé dans le MyCBDR. Ce serait vraiment idéal, si possible, dans un avenir proche. On devrait aussi évaluer la possibilité de créer une application indépendante, par exemple BC avec BC et iChip ou encore pour l'international. Et nous avons une rencontre en juin pour mettre à jour l'application et penser aux prochaines étapes. J'aimerais aussi parler du livre Hémophilie légère parce qu'en ce moment, l'application ne fonctionne pas et ce livre contient beaucoup d'informations, notamment en page 11, on liste les différents signes à surveiller pour évaluer sa blessure. J'étais sur le comité qui a développé cette liste et je vois plusieurs auteurs de ce livre dans l'assistance. Donc, je vous encourage à le regarder et voici quelques remerciements. Premièrement, tous les gens qui ont participé à nos études qui sont atteintes de hémophilie légère, le groupe de physiothérapie qui nous ont beaucoup aidés, la SCH et le BHAP et les deux universités, ainsi que Care and Cure. Merci.